Et oui, bonsoir et bienvenue à Radio Tom pour l'émission Le temps d'une quarantaine. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va super bien. Alors aujourd'hui, émission du 6 mai 2020, qu'est-ce qui nous attend? Un fameux 10 minutes d'actualité comme à l'habitude. On va avoir l'entrevue à de 20h15 que ce soir, on est avec Marie-Ève Côté, ancienne journaliste à Radio-Canada. Elle faisait les sports là-bas. Là, maintenant, elle est mère à la maison depuis à peu près un bon 2 ans et demi, depuis qu'elle a eu son enfant. Et puis, à 20h30, on va avoir avec nous Marie-Frédérique Cléroux pour la fameuse chronique des sports. Donc, une grosse soirée, une soirée qui va être pas mal sportive ce soir. Hein? Donc, ça va être sportif. Puis même que la chanson que j'ai mis vers 20h10, 20h12, là, c'est une chanson du sport juste pour nous mettre comme dans le beat qui va s'en venir pour la deuxième partie d'émission. Alors, au niveau de l'actualité aujourd'hui, il y en a un petit peu moins qu'hier. Au niveau du Québec, on n'a pas appris autant de choses qu'on en avait appris la veille. Sinon, du côté du Canada, il n'y a pas de grosses annonces non plus. Donc, on va se promener un petit peu partout dans le monde, surtout du côté des États-Unis lors de cette émission. Mais tout d'abord, pour commencer l'actualité, on va d'abord commencer avec notre fameux Québec, qu'on connaît bien, dans le fond. Et puis, je vais faire mon traditionnel défilé du bilan, dans le fond, qu'on a appris aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il y a une conférence de presse. C'était pas M. Legault, c'était la vice-première ministre, Mme Geneviève Guilbeault, donc vice-première ministre, ainsi que ministre de la Sécurité publique, qui est venu faire un discours, pour le discours, le point de presse, pour nous parler du bilan et de tout ce qui allait être annoncé, parce qu'il y a quand même eu une grosse annonce, pour ça je vais en parler tout à l'heure. Donc, le bilan qui nous a été présenté, c'est qu'on est rendu à 34 327 cas, c'est une augmentation de 910. On est rendu à 2510 décès, c'est une augmentation de 112 personnes. Au niveau des hospitalisations, on est à 1840. Et au niveau des soins intensifs, on est rendu à 213, mais c'est une diminution de 5. Donc, si on peut voir le côté positif dans le lourd bilan qui a été dressé aujourd'hui, c'est une diminution de 5 au moins du côté des soins intensifs qui s'en sont sortis, qui sont maintenant à l'hôpital, mais qui n'ont plus besoin de respirateurs artificiels, qui s'en sont quand même bien sortis malgré tout. C'est sûr, comme je vous l'ai dit, c'était une journée très dévastatrice. Quand même 910 nouveaux cas. Depuis samedi, on n'avait pas augmenté une aussi grosse hausse de cas. 112 nouveaux décès. Donc, une journée aussi qui a été très, très meurtrière. Là, ils nous ont pas dit si c'était plus en CHSLD, plus à Montréal, où exactement que beaucoup de décès avaient lieu. On s'en doute que beaucoup de gens dans les CHSLD entre 70 ans et plus sont sûrement décédés de ça. Donc on sait que de 60 à 70 ans et plus, c'est très à risque par rapport au COVID-19. Là, avant on disait les 60 ans, mais je m'en arriverai là dans quelques secondes parce qu'on a appris quelque chose par rapport au gouvernement aujourd'hui. D'ailleurs, c'est le point que j'arrive. Là, je vous disais que depuis plusieurs semaines, depuis environ début de la crise, on dit que les gens de 60 ans et plus, c'est les plus à risque, qui sont vraiment, même qu'on voulait pas qu'ils retournent au travail si jamais ils étaient enseignants, éducateurs au niveau des enfants, vous savez que l'économie allait reprendre, ou tout simplement dans le métier qu'ils exerçaient pour peur qu'ils contractent le COVID-19, parce qu'on se cachera pas, les risques sont grands quand on travaille, on travaille exemple avec des enfants, ça peut être on peut être contaminé très facile si on est enseignant ou éducateur, éducatrice dans un service de garde ou un centre de la petite enfance, ou CPE qu'on appelle ici au Québec. Là. Donc c'est sûr qu'on est plus à risque. Mais finalement aujourd'hui, ils nous ont annoncé que tous les gens il y a entre 60 et 69 ans vont pouvoir retourner au métier. À leur métier s'ils respectent les consignes d'hygiène mises en place par le gouvernement et les consignes de la santé publique. Ce qui veut dire évidemment 2 mètres de distance, laver les mains régulièrement, et puis ils vont même peut-être... Hier, on avait demandé aux gens de 70 ans et plus de porter le masque. Lorsqu'ils sortent en lieu public, ils n'auront pas besoin de porter un masque. Mais vraiment, ça va juste être de respecter la distanciation sociale s'ils retournent dans l'emploi. Car ils auront le droit, finalement. Donc, c'est quand même surprenant. On a été presque 2 mois à dire aux gens de 60 ans et plus, ne sortez pas. Finalement, on dit à 60 et 69 ans, c'est bon, vous pouvez sortir. C'est sûr que certaines personnes de 70 vont dire, pourquoi moi je peux pas sortir? Lui qui a 69, il est juste quelques mois plus jeune que moi. Il a le droit de sortir. Écoutez, je peux pas vous répondre. C'est le gouvernement qui a pris la décision. Je suis pas dans le gouvernement, donc on verra ce que ça donne. Pourquoi ils ont pris cette décision-là, je pourrais pas vous dire. Je suis pas dans la santé publique. Je suis content de pas être dans leur soulier de ce temps-ci parce que c'est un bon travail malgré tout.
Sinon, si on va du côté du Canada, ça ressemble à ça pour le Québec. Il n'y a pas eu d'autres annonces, à part la grosse annonce des 60 à 69 ans qui peuvent maintenant retourner sur le marché du travail, qui peuvent reprendre une vie normale. Au niveau du Canada, on a appris qu'on est rendu à 63 403 cas et à 4297 décès. Donc, beaucoup se concentrent dans la province de Québec, comme vous en doutez. Là, je vais vous faire mon fameux bilan, comme je le fais d'habitude juste tout à l'heure. Là. Donc, je vais vous dévoiler ça, de quoi ça a eu l'air du, ben, par rapport aux provinces les plus touchées. Mais aujourd'hui, je veux juste vous dire, il n'y a pas eu de discours de M. Trudeau. Il y a juste eu un point de presse de la ministre de la Santé. C'est pas la ministre de la Santé, c'est dans le fond, c'est un peu la directrice de la Santé du Canada, un peu comme fait M. Horacio Arruda au Québec. Theresa Tam, qui est une médecin, elle s'occupe du Canada. Et puis elle a fait un point de presse aujourd'hui accompagné du ministre Jean-Yves Duclos, qui est un député d'ailleurs dans la région de Québec, puis ils ont parlé par rapport au COVID-19. Il n'y a pas eu de grosse annonce, on n'a rien appris. Donc de faire attention, de bien se laver les mains. Pas une grosse chose. Ils ont même honoré les militaires qui ont perdu la vie dans l'accident d'hélicoptère il y a de ça une semaine environ. Là. Donc ça ressemble à ça ce qui est annoncé. Là. Mais il n'y a pas eu de point de presse de M. Trudeau aujourd'hui. Mais je vous rappelle que la Chambre des communes siège tout le temps, tous les mercredis, en personne. Donc c'est sûrement une des raisons qui a fait que M. Trudeau n'a pas fait de point de presse aujourd'hui. Au niveau des provinces les plus touchées, je vous ai gardé ça pour maintenant. Dans le fond, qui était plus touché? La province de Québec, comme vous en doutez, est la province la plus touchée. Sur les 63 403 cas, le Québec occupe 34 327 cas. Puis au niveau des décès, juste pour vous dire, on a 2510 sur 4297, donc on a plus que la moitié aussi des décès dans notre province. Faut dire qu'on est une province quand même assez âgée, ça peut être une des raisons, mais on ne sait pas trop pourquoi on a été autant touché au Québec. Au niveau de la deuxième position, elle revient encore en Ontario avec 18 722 cas. Et sont suivis en troisième place par l'Alberta avec 5 893 cas. Donc, ça ressemble à ça au niveau des trois provinces les plus touchées. C'est vraiment là où ça bouge le plus. Au niveau de la Colombie-Britannique, ça s'est beaucoup calmé dernièrement. Pour avoir vu des chiffres tout à l'heure, on n'est même pas, je crois qu'on n'a même pas atteint encore le 2. On a atteint 2000 cas, mais ça monte plus bien depuis ce temps-là. Je crois pas qu'on va atteindre le 3000 si ça continue à cette vitesse-là. Donc c'est vraiment au Québec, en Ontario, puis un petit peu en Alberta que ça se passe, mais au niveau des décès, c'est presque juste au Québec et en Ontario. Donc vraiment les deux provinces à éviter, mais bon, on vit dedans, donc on peut pas vraiment les éviter. Sinon, aujourd'hui, je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait eu un accident d'hélicoptère il y a environ une semaine avec 6 militaires qui étaient à bord. Il y avait d'ailleurs un Québécois qui venait de Trois-Rivières qui a malheureusement été dans les disparus. L'armée a dit que, selon eux, il serait impossible de les retrouver vivants. Donc, ils sont sûrement tous décédés. On a réussi à retrouver le corps d'une des militaires de l'hélicoptère. Les 5 autres manquent toujours à l'appel. Donc, 5 militaires manquent toujours à l'appel. Et puis aujourd'hui, on a fait une cérémonie en leur honneur, donc il y a des funérailles un peu, où est-ce que les membres de la famille, le premier ministre, M. Trudeau, a assisté. Il portait un masque, donc surprenamment, donc M. Trudeau a porté un masque. Ça s'est déroulé à Trenton, en Ontario, là. Je pourrais pas vous dire où est Trenton exactement, je crois que c'est près d'Ottawa, là. Faudrait que je regarde sur map, mais si M. Trudeau a pu se déplacer, il est dans le coin d'Ottawa, donc je pense que Trenton, c'est proche de Ottawa. Donc ça s'est passé en Ontario aujourd'hui, en hommage à ces 6 militaires qui ont malheureusement perdu la vie dans cet écrasement d'hélicoptère, dont 5 qu'on n'a toujours pas retrouvés malheureusement leur corps. On espère pour le deuil des familles qu'ils retrouveront les corps. Sinon, je vais vous parler d'une prison, ça revient plutôt au Québec, une prison à Montréal, ça s'appelle la prison de Bordeaux. Je sais pas si vous en avez entendu parler aujourd'hui. Il se passe une situation bien spéciale là-bas. On dit, dans le fond, il y a plusieurs prisonniers qui disent que au niveau des conditions sanitaires, donc demandées par le gouvernement, on le respecte pas dans cette prison-là. Et plusieurs détenus le dénonçaient. Même certains ont communiqué avec les médias. Je sais pas comment ils ont fait. Surtout que je pense qu'ils ont accès à je sais pas combien d'appels par jour. Je veux dire, je connais pas bien comment marche le marché de la prison. Là. J'ai jamais travaillé dans une prison. Je suis jamais allé non plus. Mais donc les gens de la prison de Bordeaux se plaignaient comme de quoi il n'y avait pas des bonnes conditions. Et aujourd'hui, on a appris que toutes les détenus du bloc G, donc un des blocs là-bas, je sais pas combien il y a de blocs, là, donc il y en a au moins 6. Un des blocs, tous les détenus ont décidé de faire la grève de la faim pour s'opposer aux conditions sanitaires
mauvaises dans le fond qui sont mises en place par la prison. Le directeur de la prison de Bordeaux s'est défendu en disant que tout était très bien et que les prisonniers dans le fond c'est eux qui respectaient pas ce qui avait été mis en place. Donc on a appris que certains crachaient au visage des gardes de prison. Donc c'est sûr que ça c'est pas le meilleur, hein, surtout quand on est emprisonné. Mais bon, aussi, certains vont peut-être être libérés, on verra, parce que j'ai oublié de vous dire, mais au niveau du gouvernement du Québec, aujourd'hui, on a dit que certains prisonniers, prisonnières pourront être libérés si, par exemple, une femme est enceinte en prison, et si quelqu'un lui reste moins de 30 jours à purger sa peine et qui n'a pas fait un crime violent. Donc peut-être que certaines personnes de la prison de Bordeaux pourront être libérées. On verra. Donc au total, plusieurs détenus ont commencé à faire la grève de la faim dans le bloc G. En terminant, je veux qu'on aille du côté des États-Unis. Parce que, bon, vous savez, on connaît notre fameux Donald Trump. On sait que les États-Unis et la Chine, ça n'a jamais été les meilleurs amis au monde. On sait que la Chine a beaucoup d'ennemis. Et puis, depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois, depuis que c'est commencé, vous le savez, M. Trump accuse le gouvernement chinois d'avoir créé le COVID-19 en laboratoire. Puis qu'un peu, on a propagé ça. Puis, bon, pourquoi est-ce qu'il dit ça, on ne sait pas. Il n'aime pas les Chinois, on le sait. Mais finalement, aujourd'hui, on a appris que par Mike Pompeo, qui est dans le fond le secrétaire d'État des États-Unis, qui est le secrétaire d'État de M. Trump, que les États-Unis avaient des preuves significatives, mais il n'y avait pas de certitude que le COVID-19 avait été fait en laboratoire en Chine. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, je pourrais pas vous dire, mais bon, ils disent avoir des preuves significatives. On verra où ils ont eu ces preuves-là, surtout que c'est pas comme le Canada et les États-Unis, ils n'ont pas un super échange, la Chine et les États-Unis. Mais c'est ce qu'a déclaré aujourd'hui M. Pompeo, donc on verra ce que ça donne. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je crois pas que la Chine aurait créé un virus au point de tuer tout le monde, donc tuer quand même. On est rendu à près de 200 000 personnes dans le monde qui ont malheureusement perdu la vie, donc je crois pas que ça va avoir été créé en laboratoire, moi de mon côté personnellement. Sinon, sur ça fait le tour de l'actualité du 10 minutes, j'espère que vous avez bien aimé. Avant d'aller à l'entrevue de 20h15 avec Marie-Ève Côté, on va aller en musique. Comme je vous l'ai dit, ce soir, ça va être pas mal une soirée de sport pour la deuxième partie de l'émission, parce que on va avoir Marie-Ève Côté, qui a quand même déjà travaillé en journaliste au niveau des sports. Et puis, on va avoir aussi la chronique de Marie-Frédérique Leroux à 20h30 au niveau des sports. Donc, ça va être une soirée assez sportive. Donc, c'est pour ça que je vais mettre une tune pour nous mettre dans le beat, un peu une tune de warm-up. Pour ceux qui ont joué au hockey, vous connaissez cette chanson-là. Ça joue souvent dans les arénas que lorsque la pratique commence, un warm-up. Dans le fond, c'est un entraînement de début de partie. Vous savez pas ce que ça voulait dire exactement. Et puis, voici la chanson en particulier. C'est Remember the Name de Fort Minor. Donc, on y va avec ça tout de suite. Et au retour, on est avec Marie-Ève Côté. Skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, if remember the let's go. Yeah. For those of you that want to know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still leaving him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects, never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote, his will is beyond reach, and now it all unfolds, the skill of an artist. This is 20% skill, 80% fear, be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man. Ryu had the stupidest verse
first, this dude is the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks through the roof. I heard he fucking with that This stock. is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. They call him Liar, he's sick and he's spitting fire. And Mike got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with top, but a fucking nihilist porcupine. He's a prick, he's a cop. The type women wanna be within rappers, hope he gets shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with Shinoda's taking over the globe. He's got a partner in crime, this shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat. Top. He's not your everyday on the block. He knows how to work with what he's got, making his way to the top. He often gets a comment on his name. People keep asking him, was it given that birth that doesn't stand for an acronym? No, he's living proof. Let him rock in the booth. He'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice. Him and his crew are known around as one of the best. Dedicated to what they do and give 100%. Forget Mike, nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time because he writes every note and he writes every line. And I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a design is written in his head every time before he even touches a key or speaks in a rhyme. And those motherfuckers he runs with, the kids that he signed, ridiculous, without even trying. How do they do it? This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Fort Minor, M. Shinoda, Styles of Beyond, Ryu, Talk Beer, Machine Shop. Alors, on est de retour pour l'entrevue de 20h15. Et ce soir, on est avec Marie-Ève Côté. Donnez-moi 2 secondes, je vais nous mettre en contact avec. Alors, bonsoir Marie-Ève, ça va bien? Hey, bonsoir Thomas, ça va très bien. Et toi? Ben oui, merci beaucoup. Hey, Dis-moi... merci de ton invitation. Ah ben ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir accepté, d'abord. Ça fait tellement plaisir, ça fait du bien en fait, ça fait tellement du bien. Oui. Ben parfait ça, au moins. Dis-moi, comment tu vis ça la quarantaine? Est-ce que tu trouves ça dur? Ben écoute, honnêtement, moi je vois la quarantaine d'une façon assez positive. Présentement, moi, mon conjoint travaille à l'extérieur, donc je suis une maman d'un petit garçon de 23 mois, donc Ok. il va avoir bientôt 2 ans. Alors, je vis la quarantaine seule avec mon fils, parce que présentement, bon, il n'y a pas de garderie. Alors, puis moi, j'ai commencé mon nouveau travail, Jordan avait 7 mois, donc j'ai commencé à travailler très, très tôt. Alors, j'ai l'impression qu'on se redécouvre, tu sais, c'est un moment qui est privilégié, là, présentement, tu sais, j'habite en campagne aussi, alors il Ok. faut dire que j'ai un grand terrain, on peut jouer à l'extérieur, on peut faire des activités ensemble. Alors oui, c'est certain que parfois, mon fils est un garçon très sociable, un peu comme moi. Pour les gens qui me connaissent ou si les gens ne me connaissent pas, alors je suis une personne de contact. Alors c'est sûr que pour lui, bon, il s'ennuie des amis, la garderie, jouer avec les gens, etc. Donc c'est sûr que parfois c'est difficile, mais je le vois quand même comme un moment très, très, très précieux. Vivre des moments en toute simplicité, profiter du moment présent. Alors, habituellement, c'est une personne qui court tout le temps. Tu sais, je vis ma vie à 150%. Alors là, Ok. c'est comme un moment pour me poser puis de profiter de la vie. Ah, ben, tant mieux ça. Dis-moi, t'as dit que t'habitais en campagne. T'habites dans quel coin exactement? Moi, j'habite, honnêtement, peut-être que tu connais pas du tout le coin parce que avant d'habiter ici, d'emménager dans le coin, je Ok. connaissais pas la place. J'habite à Saint-Alban. Est-ce que Thomas, tu connais Saint-Alban? Ça me dit rien, c'est vers quel coin? Plus C'est connu un ah, peu? c'est ça.
Écoute, moi, je demeure entre Québec et Trois-Rivières. Saint-Alban, c'est pour les gens qui vont vers Montréal, la sortie Saint-Marc-des-Carrières. On prend Saint-Marc, puis c'est plus dans les terres. Donc, c'est un petit peu plus éloigné. Alors, c'est réellement en campagne. Mais tu sais, j'habite pas dans les rangs. J'habite comme un peu au centre-ville. Mais reste que quand même, c'est en campagne. Derrière chez moi, c'est la forêt, c'est la zénitude, c'est le calme. Mais pour les proches, pour ma famille, je demeure quand même assez loin. Mais honnêtement, moi, je profite de cet environnement-là. Ça me fait du bien. Ben, tant mieux si t'aimes ça, toi. Oui. Ben, parfait. Ça. Avant de commencer l'entrevue, tantôt, je t'ai demandé de choisir une chanson. Je vais la faire jouer un petit 20 secondes, puis je vais te poser une question dessus. OK, merveilleux! If you're going my way, well, I belong today. Yeah. Life is a highway, I belong. If you're going my way, well, I wanna drive it all night long. To all these cities and all these towns, it's in my blood and it's all around. I love you now. Donc, pourquoi cette chanson-là en particulier? Écoute, je sais, mais en fait, c'est une chanson c'est une chanson qui me représente. Moi, mon chum, pour mes 30 ans, c'était la chanson qu'il a fait jouer. Puis il m'a toujours dit, puis cette tune-là, on l'écoute tout le temps. J'ai toujours du plaisir à l'écouter. J'ai l'impression que c'est tu sais, c'est vivre sa vie à 100%, avoir du plaisir. Cette chanson-là, on a le goût de sourire, on a le goût de triper. Puis moi, je suis une personne comme ça. Alors, je trouve qu'elle me représente. J'écoute, je sais même pas, j'ai même pas fait la traduction des paroles, là, malheureusement. J'espère que c'est pas triste comme ça, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, bref, c'est une tourne le fun. Puis je trouve qu'elle me représente. Alors, la raison pour laquelle j'ai choisi ça, c'est que life is a highway. Puis voilà. C'est moi. C'est bon, ça. Très bonne réponse. Dis-moi, tu as déjà travaillé au téléjournal de Radio-Canada à Québec. C'est quel poste que tu occupais? Moi, j'étais journaliste sportive. Okay. En fait, j'ai été engagée comme journaliste parce que quand on entre à Radio-Canada, on doit passer tous les tests, tous les examens. Puis quand on est engagé, on est journaliste en général. Donc, on passe un test de culture générale, français, anglais. On a bref, c'est quelque chose quand même rentré à Radio-Canada. Puis ensuite, on a une affectation, soit à la politique, soit au juridique, soit au sport, aux arts au culturel. Donc, moi, j'avais déjà un background, un passé dans le milieu du sport parce que j'ai commencé très, très jeune à Vox en étant une animatrice pour le sport extrême. Alors, ça m'a toujours suivi. Alors, c'est un peu la raison pour laquelle ils ont décidé de choisir la Marie-Ève au sport. Puis, j'ai continué ainsi pendant à Radio-Can. Je pense que j'ai commencé en 2010 à Radio-Canada. OK. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai, en 2010. C'est en 2010? Ben oui, c'est en 2010. Mais j'ai commencé le métier en 2006. Mais j'ai été engagée en 2000. Hey, mon Dieu, oui, c'est parce que là, ça me mène à... Ça fait 10 ans. Mais oui, j'ai commencé en 2010. Puis je suis restée là pratiquement 8 ans. Oui, 8 ans. Donc, mais dans le métier, j'ai été là pendant... de 2006 à 2018. Donc, c'est quand même plusieurs années, ça, quand je pense. Oui, c'est quand même beaucoup. Un bon 12 ans. Un bon 12 ans, mais des belles années. C'est un milieu qui est extraordinaire, mais un milieu qui est très demandant, quand même. Oui, c'est sûr, c'est quand même assez demandant. Puis c'est des horaires atypiques aussi, je pense. Ben oui, parce que, tu sais, c'est pas un 8 à 4. C'est pas on revient à la maison puis on ferme les livres. C'est pas du tout ça. Tu sais, quand on part du travail, quand on a fini notre... tu sais, je dis pas fini notre chiffre parce que c'est une passion quand même. Tu sais, je peux pas dire que c'est un travail. C'est vrai. Puis tu le sais, là, Thomas, tu es dans le milieu. T'es dans le milieu des télécommunications, autant pour la radio, la télévision. Les gens sont passionnés. On aime ça à un point de tout donner pour le métier. Donc, on revient à la maison puis on pense déjà à ce qu'on va faire le lendemain. Parce que, tu sais, du moment qu'on a fini un téléjournal, comme moi je le faisais,
Bon, ben c'est pas on ferme les livres, non, ok, parfait. On a fait une erreur, exemple, on se dit bon, ben on va se reprendre le lendemain, ou ça a super bien été, mais ça a recommencé le lendemain aussi. Donc, puis qu'est-ce qu'on va faire? Il faut toujours trouver des sujets. Puis moi, mon but était tu sais, au Téléjournal à Québec, j'essayais le plus possible de trouver des sujets qui étaient différents de ce qu'on pouvait diffuser ailleurs. Okay. Tu sais, oui, j'aime le sport, mais outre ça, tu sais, le sport professionnel, oui, j'écoute le hockey, j'écoute le football, mon chum est un passionné aussi, mon frère, ma belle-sœur, c'est une fan de la Ligue nationale de hockey. Tu sais, j'ai des gens autour de moi qui adorent ça, mon beau-père aussi, mais tu sais, j'essayais d'aller chercher des gens qui pratiquaient des sports un peu plus, des sports amateurs. J'ai toujours été une passionnée des sports amateurs, donc j'essayais d'aller chercher des gens qui étaient pas toujours au premier rang. Tu sais, des gens, bref, qui faisaient des choses différentes. Alors, moi, ça me démarquait de ça. Alors, le soir, quand je terminais un reportage, bon, je me disais, OK, le lendemain, qu'est-ce que je pourrais faire pour être différente? Tu sais, pour être... puis, honnêtement, ça a fonctionné. Les gens aimaient ça. Puis je suis super contente de mon parcours. Bien que j'ai mis un terme à ça, je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai fait au cours des 12 dernières années. Vraiment. Ben, tant mieux, ça. Tu parles de ton parcours. Peux-tu me parler un petit peu de ton parcours avant Radio-Canada? C'est quoi que tu as fait exactement en 2006 puis 2010? Moi, j'ai terminé le CRTQ, le Collège de Ok, Radio-Télévision de Québec. Puis, honnêtement, avant de commencer le collège, moi, je pensais m'en aller. Je me disais, bon, je m'en vais à l'université, je m'en vais en journalisme. Puis, finalement, c'est quelqu'un qui m'a parlé du Collège Radio-Télévision de Québec. Je l'ai fait. Puis, à la toute fin, avant même de terminer mon cours, Choix Radio X à Québec m'avait engagé pour faire les émissions du week-end qui s'appelait le Radio X Light. Alors, j'animais le Radio X-Light et ensuite, j'ai commencé une émission 360 à Vox Québec, une émission de sport extrême, sport amateur que j'ai fait pendant quand même plusieurs années. Et même en même temps que Vox et Choix Radio X, TQS est venu me chercher pour faire le sport, pour remplacer Stéphane Turcot à l'époque pendant l'été. Okay. Et par la suite, quand TQS a fermé, en fait, celui qui s'occupait de TQS, le directeur de l'information, est devenu directeur de l'information à TVA et m'a engagé aussi. Alors, j'ai été à TVA par la suite. Et pendant que je travaillais à TVA, Radio-Canada, honnêtement, mon parcours, là, j'ai été réellement chanceuse parce que j'ai toujours eu un ange gardien, j'ai toujours eu quelqu'un qui venait me chercher où j'étais. Alors, je n'ai pas eu de pause. Alors, je voulais aller à l'université en journalisme, mais j'avais toujours un travail, j'avais toujours quelqu'un qui m'offrait un emploi. Okay. Alors, quand j'ai commencé à Radio-Canada, c'était pour un contrat de 13 semaines. C'était pour une émission de sport étudiant. Puis, par la suite, après mes 13 semaines, ils ont décidé de m'engager temps plein. Puis, par la suite, ben, j'ai continué. Puis, entre ça, bon, j'ai fait quelques contrats de publicité, de voix. Mais, alors, soit Radio X, TQS, Vox Québec, TVA, Radio-Canada, ça a été mon parcours pendant les 12 dernières années. Ah, ben, c'est impressionnant. Quand même, beaucoup de choses faites en si peu de temps. Quand même, Oui, cool, oui, ça a passé vite, honnêtement, parce que je te parle de ça, puis on dirait que je réalise pas que j'ai fait tout ça. Ben, au moins, ben, si t'aimes ça, ça a passé vite parce que t'aimais ça sûrement. Tout à fait, j'ai adoré. Bon, ben, tant mieux ça. Dis-moi, si on revient à la situation plus actuelle, est-ce que toi, ça t'inquiète ce qu'on vit en ce moment à la crise du COVID-19? Ben écoute, je te mentirais si je te disais que non, parce que, tu sais, mon opinion est comme partagée, parce que, tu sais, si je te dis dans ma petite bulle à la maison, on essaie d'être positif, se dire, OK, ça va bien aller, mon fils va bien. C'est sûr que, bon, là, il va recommencer la garderie prochainement. Son éducatrice est inquiète aussi. Il y a des garderies dans mon coin. Il y a 2 garderies qui ont fermé en milieu familial. Donc, visiblement, les éducatrices sont inquiètes. Je le comprends. Des éducatrices qui sont plus âgées. Tu sais, je pense à ma mère qui est préposée aux bénéficiaires dans un CHSLD. Elle est inquiète. Je pense aux professeurs dans les écoles qui le sont aussi. Je pense à mon beau-père, le conjoint de ma mère, qui est chauffeur d'autobus, qui a 68 ans, qui va reprendre du service lundi avec des étudiants du primaire. Donc, lui aussi est inquiet. Ma mère est inquiète. Ils vivent ensemble. Alors, tu sais, en tant que société, si je prends l'ensemble de tout ça, c'est super inquiétant parce qu'on vit dans l'inconnu. Tu sais, c'est quelque chose, tu sais, le virus,
on le connaît pas. Est-ce qu'on va revenir sur notre décision, sur la décision du gouvernement dans 2 semaines en disant OK, ça a été une erreur de faire un déconfinement puis de revenir à la vie normale entre parenthèses puis de rouvrir les écoles primaires, les services de les garderies, les services de garde, en tout cas, on est un peu entre parenthèses, mais alors, tu sais, dans l'ensemble, c'est inquiétant. J'essaie d'être positive. Mais tu sais, à tous les jours, on se dit une journée on l'est, une journée on l'est moins. Donc, je suis un peu ambivalente sur la réponse, honnêtement. Oui, honnêtement, je pense que oui, c'est inquiétant. On essaie d'être positif, mais ça reste que pour la société en général, oui. Je pense qu'il y a une inquiétude à avoir. Ok, c'est bon, c'est très bien dit. Dis-moi, comment le gouvernement gère la crise? Est-ce que tu es satisfaite de comment le gouvernement la gère, autant provincial, fédéral? Bon, ça mettons au niveau du provincial. Là, ouais, c'est sûr que au niveau fédéral, moi je pense qu'au départ, quand on a sonné l'alarme, tu sais, honnêtement, les frontières, on aurait dû les fermer bien avant. Je pense que ça. Puis, tu sais, j'ai écouté une entrevue justement à Tout le monde en parle dimanche avec le premier ministre Justin Trudeau. Puis, tu sais, il disait que de revenir en arrière, il aurait probablement fait les choses différemment. Puis, tu sais, ça en fait ça. Probablement partie, tu sais, de fermer les frontières bien avant. Mais pour le gouvernement provincial, c'est sûr que, tu sais, présentement, je leur fais confiance et je me dis, s'ils prennent ces décisions-là, ils ont probablement des informations que nous, on n'a pas. C'est certain qu'ils ont, je veux dire, nous, on n'a pas, on sait pas tout ce qui se passe, là. Ça, c'est sûr, la société, la population. Alors, j'essaie de leur faire confiance, mais tu sais, on a quand même fermé les yeux sur un problème qui, présentement, est majeur, c'est les CHSLD. Oui. Puis, moi, ma grande déception, c'est que ça fait des années qu'il y a un problème. Puis, présentement, c'est comme si on se disait, OK, on ne doit pas attendre qu'il y ait une catastrophe pour réagir. Puis là, on le fait. Si on se dit, OK, il y a un problème dans les CHSLD, mais oui, tu sais, les bénéficiaires étaient sous-payés, il manquait de personnel, il manquait de ressources. Donc, ils pensaient pas que si un jour il allait avoir une grande problématique comme une épidémie, comme une catastrophe, comme présentement, le problème, il est là. Le problème est là. Alors là, on se dit, OK, on doit les payer davantage, on manque de personnel. Donc, encore là, je suis un peu ambivalente sur... oui, je lève mon chapeau à ce qui se passe actuellement, à leurs décisions, à leur efficacité. Mais reste que sur le point des CHSLD, j'ai eu une grande déception parce que ma mère en fait partie. Ma mère est préposée aux bénéficiaires. Okay. Puis moi, ça fait des années qu'elle me parle de cette problématique-là. Puis je me dis, OK, ben là, enfin, on s'en rend compte, mais ça a pris quand même une pandémie pour se rendre compte qu'il y avait un problème majeur. Puis pour ce qui est du déconfinement, ben on ne sait pas non plus. T'sais, on fait partie de, je sais pas si on est la seule province. Ou... en Amérique du Nord, on est les seuls à réouvrir les écoles. Bon. Alors, voilà. Alors là, est-ce que ça va être une erreur? Est-ce qu'ils vont revenir sur leur décision aussi? Je pense qu'au Montana, en tout cas... Ils veulent les ouvrir, mais ça n'a pas été confirmé. Ou ils l'ont fait, puis ils sont revenus sur leur décision. En tout cas, je pense que c'est peut-être fin mai, début juin, une affaire de même. OK. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, alors, tu sais, j'ai l'impression que c'est un guess qu'on prend. Oui. Puis est-ce que ça sera une bonne décision? Je sais pas. En fait, j'espère qu'ils prennent cette décision-là en ayant des faits. Oui, c'est sûr. J'espère qu'on est, parce que présentement, on est des cobayes un peu, là. Puis je pense à tous les éducatrices, je pense à tous les parents qui ont peur, qui ont une crainte. Je pense à ma belle-sœur, mon frère, qui, eux, ont une fille à la maternelle, okay. Puis eux vont probablement la garder à la maison. Puis je le comprends aussi, parce que quand on regarde dans les médias la procédure, pour réintégrer nos enfants, c'est quelque chose, là. Ils doivent marcher dans le corridor à telle distance. Ils ont des lignes à suivre. Les bureaux sont à distance aussi. Ils peuvent pas emmener tout ce qui est du matériel à l'école. C'est complexe aussi. Alors, pour les enfants, ils rentrent à l'école, mais sont dans la crainte, dans la peur, dans l'incertitude. Alors, est-ce qu'on ouvre pour un mois?
mais pour rien, en fait, juste pour créer une peur chez nos jeunes. Je sais pas. Honnêtement, c'est spécial. C'est spécial. C'est bon, bien, très bien dit. Ben, merci beaucoup à Marie-Ève d'avoir été avec nous ce soir. C'était une très bonne entrevue. Hey, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Ça m'a fait du bien. Puis, malgré tout, je reste positive. Ça va bien aller. Ça va bien Ben oui, ça va bien aller. Bon, ben, au revoir, puis prends soin de toi. Merci beaucoup, Thomas. Salut. Alors, c'était Marie-Ève Côté pour la fameuse entrevue de 20h15. Alors là, 20h32, vous savez qu'est-ce qu'il y a le mercredi soir. On arrive tout de suite avec la fameuse chronique de Marie-Frédérique Claireau des sports. Ça sonne, c'est parti. Salut Marie-Frédérique, ça va bien? Allô Tom, ça va bien toi? Oui, très bien. Puis dis-moi, ça bouge-tu dans le monde des sports cette semaine? Ça bouge un petit peu plus, ça bouge tout le temps un peu. Ah ben tant mieux, ben je te donne la parole, vas-y. Avant ça, Tom, là, je Yes. me demandais, toi, comment ça va? Ça va bien, pourquoi? Tout le monde, toi, tu le poses à tout le monde, comment ça se passe le coronavirus, mais personne te le demande. Comment ça va, Tom? Ah, ça va bien, je reste positif, je veux dire, la radio, ça me garde réveillé, puis ça me fait faire plein d'affaires, là. Je travaille un petit peu sur l'école aussi, mais ça va bien. Merci, c'est gentil de demander, merci. Ben là, je me demandais, là, comment Tom il va, on l'entend pas beaucoup parler, c'est de lui-même. Ah ben c'est sûr, mais j'aime pas tant ça parler de moi non plus, là. Je suis pas très venteur, là, tu me connais. ouais, je te connais un peu. C'est bon, ben, si t'as pas Bon. d'autre chose, je peux te laisser la parole. Bon, ben je vais commencer. Good. Donc, les sports au Québec, cette semaine, ont changé un petit peu. Il y a eu un petit peu de mouvement. Oui. Donc, pour commencer, les sports au Québec pourront débuter sous peu. Ok. Donc, pas d'inquiétude pour nos sportifs. Vous allez pouvoir vous entraîner bientôt. C'est sûr qu'il va y avoir des changements à la pratique des sports à cause du COVID, mais c'est mieux que de jamais recommencer. On s'entend. Ouais, c'est sûr. Toutefois, il faut comprendre qu'il n'y a aucune date pour l'instant de sortie Ok. pour le début des sports. Mais quand il y en aura une, ça ne pourra pas commencer d'une shot tout de même en même temps. Non, c'est sûr. Donc, la reprise des sports sera graduelle, tout en respectant les 4 paramètres établis par le gouvernement. Le premier paramètre sera de toujours rester à la distanciation, de toujours respecter la distanciation sociale de 2 mètres entre coéquipiers. Ok. Oui, c'est assez important, le 2 Ça- mètres, faut le garder, là, même si on Ça commence va le être sport. spécial. Imagine une game de soccer avec 2 mètres de distance, ça va être dur d'enlever la Ah, balle. C'est ça, tu vas voir. Le deuxième paramètre sera l'obligation d'installation sanitaire, comme le purel ou des lavabos pour se laver les mains. Oui. La troisième, c'est le fait de prioriser les sports extérieurs aux sports intérieurs. Ok. Et finalement, tu vas comprendre pourquoi je te disais ça. La quatrième, c'est de prioriser les sports individuels aux sports d'équipe, comme le golf ou le tennis extérieur. Oh. Fait que, comme je dis, le soccer, je suis pas sûre que ça va sortir pour l'instant. Ça va vraiment être les sports individuels. Tu penses que le baseball, ça pourrait reprendre? Ça respecte quand même le 2 mètres avec les positionnements. Le baseball, je pense qu'il y a plus de chances que ça recommence parce qu'il n'y a pas tant de physique, mais mettons, je dirais le rugby, ça, il y a pas beaucoup de chance pour l'instant. Ouais, c'est sûr qu'ils se rentrent dedans. Ouais, c'est ça. C'est Il y a ça. beaucoup plus de contacts, là. Exactement. Ça va vraiment être important que les règles soient respectées, sinon il pourrait y avoir des graves conséquences. Ok. Je parle pas juste des amendes que la police pourrait vous donner, je parle de choses un petit peu plus graves que ça. Le COVID. Oh oui, encore un petit peu plus grave, ça va. Vous pourriez perdre votre réputation, qui est très importante au nom du public et tout ça. Oui. Donc, imaginez-vous être propriétaire d'un club de triathlon, par exemple, et vous respectez aucun paramètre. Votre club pourrait perdre toute sa réputation si les gens attrapent le virus et donc vous ferez faillite. Oh. Vous ne briserez pas seulement votre réputation en tant que club de triathlon, mais celle de la fédération triathlon. Ok. Et si on y va encore plus loin que ça, ça pourrait même toucher la réputation du sport au Québec pour avoir permis le début des sports au Québec. Oh. Fait que c'est quand même des mesures sévères. Oui, ça pourrait même, si on va encore plus loin que ça pourrait même retourner sur le dos de François Legault. À ce point-là. Ben, tu sais, si on recommence si le gouvernement, ils disent, OK, on va recommencer le sport, on est prêt, Oui. mais que tout le monde attrape le virus, c'est sûr que C'est sûr que ça va jouer contre lui.
C'est ça. Ouais, c'est pas évident, hein? Ouais, c'est ça. Fait que ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que même si le sport recommence, faut pas se prendre à la légère, puis qu'il faut respecter les 4 paramètres, parce que sinon, le sport au Québec va pas revenir avant un méchant bout. Ok, oui. Autre chose, malheureusement, le COVID fait aussi des ravages dans l'économie des clubs sportifs. Oh. Donc, cette semaine, quelques joueurs de soccer ont reçu une assez mauvaise nouvelle. Plus tôt cette semaine, le cabinet financier KPMG de France a dû annoncer à 2 des joueurs les mieux payés du Paris Saint-Germain, dont Kylian Mbappé et Neymar, Oui. qu'ils allaient perdre environ 20% de leur salaire à cause de l'importante crise économique en France. Oh. Ouais, mais au salaire qu'ils gagnent, ça doit pas être si pire. C'est sûr que quand tu gagnes 36,8 millions d'euros, Oh. c'est sûr que perdre 20%, c'est pas si pire. C'est sûr que C'est c'est sûr. quand même des joueurs de soccer importants. Oh oui. En tout cas. Tu sais, comme je disais, Neymar, il va devoir... son salaire, c'est 36,8 millions d'euros. Oui. Et avec le moins 20%, ça donnerait 31,6 millions d'euros. Donc, c'est pas si pire. Ok, ouais, ça va bien. Eh oui, quand même. Et Mbappé, qui est normalement payé 17,5 millions d'euros, sera payé 14 millions d'euros. Oh. Un petit peu moins. Aussi, Lionel Messi sera aussi touché par cette perte, comme plusieurs autres joueurs professionnels de soccer. Ok. Mais Lionel Messi, lui, c'est pas 20%, c'est 22,5% qui va être enlevé à son salaire. Fait qu'un petit peu plus. Un petit peu plus. Ben, il gagne un petit peu plus aussi, là. Ok, c'est bon. Fait que ça revient au même. Ouais, quand même. C'est bon. Donc, pour finir ma chronique de cette semaine, je voudrais vous faire part d'une nouvelle application, mais pas de course cette fois-ci. Oh. C'est une application de musique. Ah, c'est-tu... En tout cas, je vais te laisser aller, là. Je fais un doute, là. Tu sais, avec C'est- notre fameux Pierre-Carl Pelado? En plein ça, Oh. tu l'as vu? Ouais, mais j'en ai entendu parler. Fait que, tu sais, je voulais garder ça dans le milieu du sport, là, une appli de musique que vous allez pouvoir écouter en bougeant. On reste dans le lien du sport un petit peu. Ben oui, c'est Donc, bon. eh oui. Donc, elle s'appelle Keb. Q-U-B. Donc, vous comprendrez que c'est pour découvrir la nouvelle musique québécoise. Oui. Il y a plein de playlists selon vos goûts musicaux et elle est gratuite jusqu'en juillet. Donc, pendant le confinement, vous pouvez découvrir des millions de nouvelles chansons, des nouvelles musiques selon vos goûts jusqu'en juillet. Ça va être gratuit. Non, mais tant mieux, ça. Fait quand même une belle application, puis gratuit en plus. Oui. Après juillet, elle coûtera 4,99 par mois pour les abonnés Vidéotron. Donc, c'est pas trop cher. Tu sais, ça essaie d'être un petit peu en compétition avec Spotify. On verra si ça marche bien. Fait que, n'oubliez pas de rester actif pour finir ma belle chronique de cette semaine. N'oubliez pas de rester actif et de profiter du beau soleil parce que il fait très beau à l'extérieur et il faut en profiter de notre beau soleil pendant qu'on en a. Ben oui, ben c'est un beau moyen de finir l'entrevue. Très bien. Ben, pas l'entrevue, excuse-moi. La chronique. Puis, Ouais. on se dit nous autres à mercredi prochain. Oui, c'est bien ça. C'est bon, ben salut, puis à mercredi. Salut! Alors, c'était la fameuse chronique de Marie-Frédérique Cléroux qui était ce soir à 20h30. Ben, 20h32, 33 que ça a commencé environ. Alors, sur ce, ben, je vais me remettre dans le mode normal pour conclure l'entrevue. Bon, alors, de retour dans ce mode normal pour conclure. Alors, j'espère que vous avez aimé l'émission. Je remercie encore Marie-Ève pour l'excellente entrevue. Merci Marie-Ève côté de ça. Merci à MF, Marie-Frédérique pour... MF pour les intimes, en tout cas. Merci à Marie-Frédérique pour l'excellente chronique aussi, très dynamique, là. On se sentait plus à l'aise aujourd'hui, je tenais à te dire. Et puis... sinon, ben, ça fait le tour pour l'émission de ce soir. Je vous remercie d'avoir été là. Mais avant de vous quitter, je vous annonce ce qui nous attend demain. Demain, on va avoir avec nous Émilie Delille, donc, qui fait, elle, un petit peu plus, elle est partie d'une entreprise style marketing à la maison. C'est du marketing industriel. Je cherchais le mot, c'est ça exactement. Donc, elle va venir en parler plus c'est quoi demain exactement. Donc, ça va être très intéressant. Aussi, demain, mix hommage à Imagine Dragon à 19h50. Donc, vous êtes là à 19h50. Vous êtes mieux. Ça va être un excellent mix. Vous pouvez pas manquer ça. Je veux dire, c'est les meilleurs mix en ville, les meilleurs mix en province. Peu importe vous écoutez d'où, les meilleurs mix. Si vous écoutez d'un autre pays, les meilleurs mix dans le monde aussi, comme on dit. Donc, oui, vous pouvez pas manquer ça. Des excellents mix. Donc, soyez là demain. Ça va être très bon.
Sinon, avant de finir, lundi, je vous ai parlé de mon nouveau concept d'émission, hein, comme de quoi je vais recevoir des gens qui font des bonnes actions tous les jeudis soirs pour conclure l'émission. Puis ils vont me parler un peu de leur projet. Puis je trouve ça quand même très intéressant de faire ça. Sauf que, ben, vous comprenez que je vais faire quand même le tour vite, que je vais chercher mes invités, mais vous, si vous connaissez des gens qui font des bonnes actions, n'importe quoi, ça peut être du bénévolat, ça peut être des années, ça peut être quelqu'un qui fait des vidéos pour le plaisir dans sa chambre aussi, c'est très intéressant. Si vous faites de quoi aussi pendant le confinement pour divertir les gens, pour vous divertir, peu importe, quelque chose qui fait en sorte que vous faites quelque chose de positif pendant ce confinement-là, ben, écrivez-moi, soit le Messenger Facebook de Radio Tom, donc Radio Tom, ma page Facebook, faut aller dans la section Messenger. Sinon, par courriel aussi, vous pouvez m'écrire au Tom Radio 2, THOM, Radio, RADIO, 2@gmail.com. Donc, vous pouvez m'écrire à cette adresse-là si jamais vous connaissez quelqu'un ou si vous aussi voulez faire l'entrevue. Sinon, si vous m'avez sur Facebook en personnel, Thomas Beauchemin sur Messenger, vous m'écrivez. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, c'est ça. Si vous connaissez des gens qui font des bonnes actions, si vous en faites, ça va me faire plaisir de vous recevoir. Puis, c'est ça, ça va être intéressant. Puis aussi, si vous voulez appeler au Lascar, ça, je vous en parlerai un petit peu plus la semaine prochaine, comment ça va marcher. Mais bon, donc, c'est ça. Si jamais vous faites quelque chose de positif, écrivez-moi, ça va me faire un plaisir de vous recevoir. Puis c'est avec du monde comme ça qu'on passe à travers de la pandémie, puis qu'on peut dire ça va bien aller. Sur ça, je vous remercie d'avoir été avec moi ce soir. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Bonne fin de soirée en tant que telle, parce qu'il est quasiment 20h45. Et sur ça, je vous dis à demain tout le monde. Reposez-vous ce soir. Et puis, on se revoit demain, 19h50 pour le Mix Hommage et pour une grosse émission qui nous attend. Donc, salut tout le monde. À demain.